un espace monde. Faut pas limiter notre regard à la France. Est-ce qu'on peut pas limiter notre regard, justement, peut-être d'insulaire, cet œil insulaire à cet œil, justement, sous la sphère monde par rapport à tout le rayonnement, toute la valeur que nous avons, toute la plus-value que nous avons. Et cette femme, justement, mais je pense qu'elle symbolise cela. Je pense qu'elle symbolise cela. Sa vie professionnelle a débuté dans le travail social, puisque elle a travaillé là-dedans, et ensuite elle a été avocate, elle est avocate et elle a exercé, en plus de ça, de hautes fonctions syndicales, je pense. Et j'ai lu une interview d'elle où elle a dit, j'ai appris à regarder l'autre dans sa complexité. J'ai appris à regarder l'autre, j'ai appris à entendre l'autre, à écouter l'autre pour pouvoir défendre l'autre. Et puis, je pense aussi que ces engagements aussi ont permis d'apprendre à voir justement, ben, nous, Antillais, dans quelle projection nous sommes. De quelle projection nous sommes aujourd'hui? Et si justement on arrêtait de limiter notre vision? Et si on arrêtait justement ben, de se donner justement un environnement qui est fermé et qu'on allait beaucoup plus loin et qu'on allait dans une sphère beaucoup plus large, dans l'horizon, si on osait ce défi de l'impossible. Voilà un peu le chantier qui va un peu être le nôtre ce soir. Alors Frédéric, tu me dis que je parle d'année scolaire, mais nous sommes qu'en juillet. Oui, tu sais, je vais te dire une chose. Oui, Frédéric, je suis une ancienne enseignante, donc j'ai tendance à raisonner en termes d'année scolaire, alors que là où je suis, en tant que cadre supérieur d'État où je travaille maintenant, on raisonne en année civile. Donc, pardonne-moi encore ces défauts. En tout cas, mes amis, bonsoir, bienvenue avec nous. On va recevoir une grande dame dans quelques instants. Mais Pierre, voilà, j'ai planté un peu, si tu veux, des propos introductifs pour donner le ton de ce soir. D'accord. Eh bien, on va partir sur une page de réclame et on revient tout de suite après avec ton invité. Merci Pierre, à tout de suite. C'est parti. TMSM 97, la voix de la Caraïbe. C'est un rêve de gosse qui devient réalité. JPX réalise son rêve en enregistrant son premier album Positif. Écoutez ça. Si gentil moins qu'à parler bas, c'est pour nous faire ça avancer. Pas quitter aucune entière nous. Ça qui passe, c'est le passé. JPX en téléchargement légal sur toutes les plateformes. Contact artistique POS. JPX @free.fr. Un peu d'humour dans ce monde de brut. Écoutez Coquela, le nouveau single de Jean-Marc Pastel. Tu m'invites pour faire ça manger et puis moi. Mais l'on bien garder c'est quand pour envie goûter. Coquela de Jean-Marc Pastel en téléchargement légal. Contact artistique 06 83 89 40 97. Et coquela, c'est ça mesdames, ouais, mais. Eh bien, Chantal, nous voici de retour avec le direct et aussi ton invité du soir. Madame Robineau, bonsoir. Bonsoir et merci de nous faire l'honneur d'être avec nous. Arrêtez là. Non, Ah mais non, en c'est cas moi de qui dois ça, vous remercier. vous êtes une grande dame et merci de nous faire l'honneur d'être avec nous. Vous savez, quand j'ai accepté cette invitation à faire cette émission, à faire ce podcast, hein, si on peut dire ainsi, avec Pierre, j'étais motivée par une chose. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais convaincue qu'il fallait justement faire rencontrer, faire écouter des personnes qu'on n'entend pas forcément souvent à cette population euh, antillo-guyanaise, mais je vais dépasser le cadre d'antillo-guyanaise, à cette sphère outre-mer, en fait, qui est éparpillée ici, à Paris, et qui est un peu, par certains points, déracinée, où on va chercher un peu ces images, ces figures d'autrui, des autres. Et en fait, quand j'ai lu votre parcours, ça m'a rappelé, ça m'a confirmé, en fait, dans ce choix éditorial que j'ai fait pour ce podcast-là. C'est pour ça que je vous dis merci, merci d'être là avec nous. Vous êtes une très grande dame dont je connais le parcours, donc j'ai lu des choses. Première question, Eliane, qu'est-ce qui vous a motivé pendant cette carrière absolument incroyable que vous avez eue? On sait que vous venez d'une maman qui est couturière de ses deux doigts et puis d'une fonction sociale, vous arrivez au métier Mais d'avocate vous avec tout racontez ce toutes les rayonnement que affaires, vous moi. avez. Pardon? Vous racontez toutes les affaires, moi.
Ah, mais cherchez, m'en fouillez au fou, m'en fouillez. Faut que moi, tiens, à la hauteur du bagaille là. Bon, alors, la question que vous me posez, c'est... Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous a motivé, justement, dans tous les combats qui ont été les vôtres? Alors, je suis d'une famille catholique. Et avec toutes les valeurs religieuses, il fallait s'oublier pour aimer l'autre. Et je me disais, pourquoi pas? Et puis, je crois que j'éprouvais une espèce de satisfaction à m'occuper de l'autre, parce que j'ai commencé à faire, avec la Fédération des œuvres laïques, des colonies de vacances. Et je trouvais que les enfants portaient beaucoup de richesses aux monitrices. Donc, j'ai commencé comme ça, j'ai trouvé ça très bien. Et puis, j'ai continué de monitrice de colonies de vacances. Je suis devenue monitrice éducatrice. De monitrice éducatrice, je suis devenue éducatrice. Vous savez le reste. Et Madame Robineau, oui, je vous entends très bien. Qu'est-ce qui fait que, parce qu'en fait, la question du militantisme aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est galvaudé. Et j'ai l'impression que derrière votre travail, derrière les actions qui ont été les vôtres, dont c'est pas la peine qu'on étale le CV tellement il est impressionnant, mais plus que ça, il y a ce militantisme, en fait. Il y a la notion de militantisme qui se lie vraiment en substance dans votre parcours. Alors, militante, je ne sais pas si c'est le terme, mais pour moi, il y a un sigle qu'on m'a donné ce matin chez vous, tout le monde c'est monde. Et je dis qu'il faut une égalité de droits. Je ne comprends pas pourquoi une famille est là, elle a besoin de quelque chose, on ne lui donne pas et on donne. Je vais vous citer une anecdote. Je vais à Saint-Clus, c'est très très vieux ça. Je vais à Saint-Clus chercher du poisson. Eh bien, le canot est plein de poissons. Mais comme les gens qui ne sont pas de Saint-Clus, ils disent, bah moi ça de là. Et on leur répond, ils ont réservé. Ils énumèrent tout et on leur dit, ils ont réservé. Donc, c'est ce que vous appelez un militantisme. Ça a été un combat pour dire tous égaux. Là encore, je vais vous raconter une anecdote, mais j'en ai plein. J'écrirai un livre avec vous un jour. À l'école d'éducateurs, nous avions un Africain. On l'aimait beaucoup. Il s'appelait Jay. Et Jay va acheter au tabac, comme disent les Français, des cigarettes. Il énumère tous les paquets de cigarettes qui sont exposés et le tenant du tabac lui dit il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas. Voilà une espèce de ségrégation que je ne supporte pas. Donc la nègre, il pas ni doigt. Alors ce que je dis à Jay, je lui ai dit écoute, on va aller raconter ça au commissaire de police. Je n'avais aucune notion de droit. Hein. J'étais éducatrice. Là, il trouvé le commissaire de police. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez supporter ça dans votre vie? Alors, on a convenu que Jay irait chercher dans le même tabac. Il fait la même opération en disant, je veux un paquet de ça, je veux un paquet de Git, je veux un paquet de Marlboro. Tout le bagage là devant et on lui dit, il n'y a pas. Alors, on avait convenu qu'il allait passer derrière le comptoir et se servir. Mais nous étions accompagnés du commissaire de police. Et lorsque le tenancier du bar dit « Au voleur !» Le policier fait son sac. Il dit « Qui vous a volé quoi? Mais vous n'aviez pas. » Oh là là, c'était une belle histoire. Qui fait on n'a jamais fini de militer. Je vous écoute. Alors, vous dites qu'on n'a jamais fini Les avocats sont trop bavards. Non, mais c'est très bien, ça nous arrange beaucoup. Vous dites qu'on n'a jamais fini de militer, mais qu'est-ce que le militantisme aujourd'hui, justement? On a l'impression, en fait, que c'est incroyablement galvaudé, ou bien c'est devenu aussi, peut-être, un effet de mode, et qu'on a perdu un peu la substance du combat vraiment qu'impose
le militantisme? Quel est-il aujourd'hui et comment peut-on le définir, surtout dans nos sociétés antillaises? Alors, est-ce que le militantisme n'est pas en train de mourir avec les valeurs? On n'enseigne plus la morale à l'école. On n'enseigne plus l'instruction civique à l'école. On a cassé l'autorité paternelle. J'étais beaucoup pour le partage de l'autorité, mais pas de cette façon. Quand il n'y a pas de chef dans un bateau, le bateau coule. Alors, on a voulu partager l'autorité. Or, un commandant à bord ne partage pas son autorité. Ou bien on décide que c'est la femme qui a certains pouvoirs et l'homme qui a certains pouvoirs, et on dissèque un petit peu l'autorité parentale, mais on a tué le père. Hein, et vous pensez qu'en tuant le père, on tue l'autorité? On tue le militantisme, on tue l'autorité en tuant le père? Ah, si, mais alors, qui vous mettez sur le bateau si vous tuez le commandant? Mais oui, mais Madame Robineau, par exemple, je prends un exemple. Hein, il y a toutes les émeutes que vous devez suivre en ce moment en France avec tous ces jeunes, entre guillemets, voilà, délinquants, je dis ça avec entre guillemets, avec beaucoup, beaucoup de précautions, qui ont une moyenne d'âge, on dit, entre 15, 16, 17 ans, des jeunes de 13 ans qui ont été effectivement. Voilà, des adolescents, voilà, vous avez trouvé le bon mot. Merci, qui sont dans ces situations un peu complexes, voilà, qui ont participé en grande majorité avec cette émeute. Et voilà que beaucoup de personnes sont allées sur les plateaux et puis ont dit, mais voilà, moi j'ai été élevée dans une famille monoparentale, dans ce qu'on appelle les mamans solo, dans ci, dans ça. Je n'ai pas eu ce comportement-là, j'ai réussi, j'ai eu un parcours. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui, si vous voulez, qu'on arrive en fait à cette explosion-là? Vous voyez, je veux dire, quand vous passez de la place du père, quand vous parlez de la place du père et de la perte justement de cette autorité paternelle. Alors, auparavant, qui éduquait les enfants? La famille et l'école. Aujourd'hui, qui éduque les enfants? J'ai oublié la famille, l'école et la religion. Et aujourd'hui, l'école, bof, la famille, elle fait ce qu'elle peut pour survivre. L'école, la religion, il n'y a pas. On m'avait dit qu'il y avait un seul Dieu en 3 personnes. J'essayais d'observer les 10 commandements. Et puis à présent, on me dit qu'il n'y a pas de Dieu. Hein. Il y a Jésus par là, il y a Mahomet par là. Ils ont tous des tas de noms. Mais les enfants sont perdus. Les enfants sont perdus. Ils n'ont plus de valeur auxquelles s'attacher. Et puis c'est vrai que, attendez, vous circulez dans les rues, ou quand un lot format gros bonda, piercing dans le nez, piercing dans le nombril, je ne sais pas s'il y en a plus bas, je ne sais pas, je vais aller voir. Mais, et puis des shorts déchirés et au ras d'épaisse. Il n'y a pas de valeur. Attendez, ma maman doit se retourner dans sa tombe. Donc, mais alors, Madame Robineau, alors vous parlez de ça. Moi, je veux bien rebondir là-dessus. Voilà, on en voit tous comme vous-même, effectivement. On a l'impression qu'il n'y a plus de mère, il n'y a plus de fille, qu'on voit les deux ensemble. Effectivement, qu'il y a certains verrous qui ont sauté. Mais ceux qui vont vous opposer à ça, notamment les discours féministes qui vont vous opposer à ça, Madame Robineau, je vais dire, la révolution sexuelle, qui vont vous opposer à ça, la liberté des femmes, le fait justement qu'elles prennent beaucoup plus de droits, le fait qu'elles puissent disposer de leur corps, tous ces discours que vous entendez, notamment chez les féministes qui sont incroyablement aigus et prononcés. Qu'est-ce que vous leur opposez à ça par rapport à l'argument que vous dites? Alors, je pense que les féministes, c'est un excès. C'est un excès et ce sont des gens qui n'ont pas compris qu'un enfant, c'est fait d'un spermatozoïde et d'une ovule, et c'est la mère qui porte l'ovule, et c'est le monsieur qui va s'occuper des choses matérielles. Quand il y en a un, parce que parfois il n'y a pas de mère, il n'y a pas de père. Mais
je dis qu'il faut revenir à la famille antillaise. Lorsque moi, j'avais mes enfants, je travaillais, qui est-ce qui venait me garder mes enfants à la maison? Ma mère. Parce que la femme de ménage n'allait pas me garder mes enfants le samedi dimanche. Hein. Et c'était une chance que d'avoir des grands-parents en complément des parents, parce que les grands-parents véhiculaient également les valeurs essentielles. Et quand je dis qu'on a cassé la famille, donc on a tout cassé, c'est pas nécessairement papa, maman, bon papa, bonne maman, c'est même la famille monoparentale, avec les femmes-là, on leur a enlevé leurs valeurs. Très riche que dans l'argent. Je voulais louer une maison que j'ai dans une commune du Sud. Il y a quelqu'un qui vient me voir, elle me dit, oui, madame, j'ai 4 enfants, la maison me plaît. Et elle vient avec une grosse 308. Alors, je lui dis, bien, vous allez me donner vos 3 dernières fiches de paye et puis vos 3 derniers avis d'imposition. C'est comme ça que je faisais de l'argent quand je louais. Elle m'a dit, mais je ne suis pas imposée. Je lui ai dit, mais comment vous faites pour vous payer cette voiture? Eh bien, madame, mon initiative, j'ai une allocation familiale handicapée et tout ça. Hein. Ah, d'accord. Oui, D'accord, très, très bien. Mais est-ce que le système, est-ce que la société de laquelle nous sommes, est-ce que la société, est-ce que le système en tout cas la construction qui nous régit, n'a pas encouragé cela? Je n'ai pas compris votre réflexion. Est-ce que, je veux dire que, est-ce que le système, en fait, aujourd'hui, c'est vrai, ce que vous dites, j'entends de plus en plus souvent ce discours-là, ou bien j'entends effectivement de plus en plus cette volonté de certaines personnes, effectivement, de se dire, ben, mon initiative, je peux payer la location, etc. Est-ce que le système, en ce moment, on parle d'enlever la location aux personnes, je vais dire, dont les enfants seront délinquants, enfin, bon, voilà, il y a pas mal de choses qu'on essaie de faire, mais ce que je voulais vous dire, c'est que est-ce que le système, en quelque part, n'a pas encouragé cela? Alors, je pense que c'est l'être humain qui n'a pas la volonté de faire les choses. Lorsque j'étais élue régionale, j'avais préconisé, puisqu'on parlait des allocations familiales, on voyait les familles en difficulté, j'avais dit, ben, il n'y a pas de problème, mettons la tutelle aux prestations familiales. Comme ça, nous qui savons l'argent qu'a passé, nous qui gérons l'argent et puis c'est nous là, on va leur donner un coup de main. Mon Dieu, madame, il me fait incendier. Elle n'a pas touché à l'argent des gens. Hein. Alors, ça donnait ce que je vous ai dit tout à l'heure, une femme avec une 308 sans travail et qui voulait sa 308 avec ses allocations familiales. Mais je pense que la tutelle aux prestations familiales aurait été quelque chose, une bonne mesure, disons. Mais, donc, ça veut dire que pour vous... Pour s'occuper des enfants, une fois, j'avais proposé, je ne dirai pas quelle commune, j'ai un maire d'une commune, je lui ai dit, écoute, regarde la quantité d'enfants que tu as qui sont en retard scolaire. Tu es maire, tu as trouvé un local, tu fais une réunion avec les parents et tu leur dis, est-ce qu'ils veulent que quelqu'un porte une aide scolaire à leurs enfants. Mais il était pas tellement d'après moi, il était venu contre lui dans mes liens. Il m'a dit d'accord, on va voir. Et puis il n'a jamais rien fait. Résultat, les enfants n'ont pas eu l'aide scolaire que moi, je pouvais leur apporter avec 2-3 amis à moi. Parce que j'ai des amis enseignants à la retraite. Les gens ont peur de perdre le petit machin de pouvoir qu'ils ont. Et c'est ça qui tue. Ça tue l'homme, pas seulement en Martinique, mais dans le monde entier. Le pouvoir, s'accrocher à son pouvoir. Alors, est-ce que vous pensez, est-ce que, Eliane, par rapport à ça, j'entends votre discours et j'entends, par exemple, j'ai Frédéric qui me dit, moi, je suis, depuis 10 ans, j'éduque seul mes 3 fils, je suis un père. Est-ce que vous pensez que
la société des discours aussi féministes, hein, qui sont des discours très engagés, puisqu'il faut quand même travailler à l'égalité homme-femme. Mais est-ce que vous pensez que ces discours-là ont peut-être contribué à une sorte de castration, il faut le dire, hein, de l'homme en fait? Il ne faut pas voir enfin, moi, je ne dirais pas les choses comme une castration. D'accord. On n'a pas enlevé les couilles au bonhomme. Pourquoi on lui aurait enlevé ses couilles? Souhaitons que non, La parce que Pierre castration serait inquiet. consisterait à quoi? À partager le pouvoir avec lui? Pardon. Hein? Non, non, je faisais une blague à Pierre. Je dis pour la castration, heureusement que vous dites ça parce que Pierre aurait été inquiet, mais je faisais une blague. Non, mais vous parliez de la castration. Mais oui, mais on parlait de quoi avant la castration? Non, quand je vous disais, le par pouvoir exemple, qu'on enlève à est-ce que, l'homme. oui, le pouvoir, justement, mais vous parliez aussi de la famille, du fait que la famille. Donc, je disais, est-ce qu'en quelque part, les discours féministes, je ne sais pas, parlent, certains disent qu'aujourd'hui, les discours féministes sont un peu castrés, mais c'est une image, vous l'aurez compris, l'homme lui a enlevé, en fait, son autorité. Alors, Chantal, tu as un appel hein, extérieur. Oui, oui, je vais vous prendre la personne. L'autorité s'exerce, se prend, on ne l'enlève pas. D'accord. C'est tout. Ça se prend. On n'enlève pas. L'autorité se prend et ça ne s'enlève pas. D'accord. L'autorité se prend et ça ne s'enlève pas. On a quelqu'un en ligne avec nous, Madame Robineau. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir, Chantal. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Madame Robineau. Frédéric Bonamy. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir, bonsoir. Ben, écoute, moi, j'écoute bien le débat qui est toujours très intéressant et merci à TSM 97 pour ce sujet. Alors moi, c'est vrai que j'ai effectivement émis un message où je peux apporter un témoignage controversé sur ce qui peut s'exprimer là depuis quelques minutes. Je pense que chez l'homme, actuellement, et depuis des décennies, il y a un manque de prise de conscience sur l'éducation des enfants. Je ne pense pas qu'on leur ait retiré. Moi, je pense encore que dans la mentalité de nombreux hommes, il y a ce côté machiste, sexiste, qui fait que c'est le volet qu'on a laissé à la femme. C'est vrai qu'il y a une évolution dans nos sociétés. Aujourd'hui, pour moi, la femme est l'égale de l'homme, et bien peut-être même au-dessus. Mais dans les foyers, dans les familles, pendant de nombreuses décennies, la femme ne travaillait pas et elle avait la charge de l'éducation des enfants. Et quand la société, pour moi, a évolué, l'homme n'a pas pris conscience du rôle important qu'il avait à jouer complémentairement à la femme. Ce qui fait qu'il n'a pas pris en charge l'éducation des enfants. Il a toujours laissé ce volet-là à la femme, et c'est peut-être une des raisons aujourd'hui auxquelles on est confronté par rapport au comportement de la jeunesse. Après, deuxième élément que j'ai pu exprimer ici dans mes commentaires, pour moi, la jeunesse actuellement des quartiers est totalement désocialisée. Et donc, il y a une prise en charge importante qui va y avoir nécessité à développer pendant des années, parce qu'on a pris un retard considérable sur d'autres communautés où l'éducation a été prise en charge dès le plus jeune âge, sur une organisation familiale et après dans la continuité, on l'a dit, complémentairement avec l'école. Et aujourd'hui, la France a un retard considérable sur ce sujet-là. Voilà ce que je pouvais apporter comme réflexion personnelle. Merci Frédéric. Merci Frédéric. Et mes amis, n'hésitez pas à faire comme Frédéric, à nous appeler au 07 83 15 89 40. 07 83 15 89 40. C'est vrai que Frédéric, vous parliez effectivement de... En fait, est-ce qu'il y a une crise? Est-ce que selon vous, il y a une crise même du système éducatif? Oui, complètement, Chantal. Pendant des années, il y avait une complémentarité. Moi, déjà, sur la formation des enseignants, je reviens sur ce sujet-là aussi. Nous avions une formation des enseignants qui était l'école normale. Les gens qui entraient sur ces dispositifs-là avaient une vraie vocation. Le gouvernement a décidé à un moment donné de mettre en place ce qu'on a appelé les UFM. Donc, on a cherché à avoir intellectuellement des gens avec des compétences différentes, mais qui n'avaient pas forcément une vocation à devenir enseignants. Les enseignants de l'école normale, c'était vraiment un choix. Il y avait des valeurs qu'ils pouvaient partager et enseigner de façon très pédagogique. Et depuis maintenant une trentaine d'années, on a des gens qui, effectivement, intellectuellement, ont peut-être un niveau supérieur, mais qui, sur le volet pédagogique,
n'ont pas du tout la même volonté et le même engagement que ceux qui sont passés par la formation de l'école normale. Pour moi, c'est un dommage terrible. C'est un dommage terrible qui a été créé à l'éducation. Et donc, je pense qu'effectivement, dans notre système actuellement éducatif, il y a tout à revoir. Il y a tout à revoir et à repenser. Merci beaucoup Frédéric. Oui. Madame Gobineau, je sais que vous avez été membre de la commission culture, vous avez été élue à un certain moment, donc vous avez un parcours quand même d'engagement. Quel est le rôle pour vous justement de l'école dont on peut dire qui est en crise, hein, la crise des vocations, la crise de l'enseignement, de la culture justement par rapport, je vais dire, à cette explosion un peu désorientée de la jeunesse? Quel est le rôle de la commission culture? De la culture. Je sais que vous avez fait partie de la commission culture dans votre passé. Quel est le rôle de la culture justement pour pouvoir contenir et aider? Ça n'a rien à voir avec le thème culture en général. La commission culture au conseil régional examinait les dossiers pour voir si vous étiez éligible Non, je sais bien. Je sais bien ce que faisait la commission culture, mais ce que je veux dire, c'est que votre regard par rapport à ça, justement, à vos expériences, à votre rôle que vous avez pu avoir là-dedans, pour poser un regard sur le rôle de la culture même, justement, pour pouvoir peut-être essayer d'apporter des solutions d'enracinement aux jeunes. Il y a tellement de choses qui sont proposées aux gens maintenant que on ne retrouve plus son latin. Quand vous regardez à la télévision ce qu'on propose aux enfants, je ne crois pas que les enfants soient autorisés à parler créole entre eux ou même à leurs parents, alors que avant ma grand-mère ne comprenait pas le français et c'est maman qui traduisait pour moi le créole de ma grand-mère. Mais il y avait un tel respect. Que on ne se moquait pas de quelqu'un qui ne savait pas parler français ou de quelqu'un qui ne savait pas parler créole aussi. Mais la commission culture dont vous parlez au conseil régional, elle n'a pas abordé les questions de la culture dans son sens global. Je pense que ce serait un fameux sujet d'étude. Qu'est-ce que la culture? Parce que lorsque j'étais en France, comme tous les médias vrais, j'ai pas subi. J'ai vécu le racisme parce que mon papa était mon machin à l'école. Et je disais, je suis une Martiniquaise avec une carte d'identité française et un passeport européen. Et je leur disais, mon cas est là, mon lit. Voilà. Et ça, je crois qu'il ne faut pas que lorsque l'on fait des recherches identitaires, je pense qu'il faut être très précautionneux. Parce que certains disent, ah non, moi je viens d'Afrique. Je dis, d'accord, tu viens d'Afrique. Alors, on remonte la généalogie pour voir d'où tu viens d'Afrique et puis assume-toi. Et puis si vraiment tu vois que ce que ta carte d'identité, ton passeport te donne, c'est pas bon, ben, tu vas là-bas. Puisque de toute façon, l'Afrique a besoin, certains pays d'Afrique ont besoin de ce que nous autres Antillais, on peut leur porter. Il y a une dame, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces gens-là, ils s'appelaient Ja. Ils ont fait une école dans un pays africain. La dame a créé une école avec son mari. Alors bien sûr, le simple fait qu'elle vendue Ja, c'était péjoratif pour eux, mais pour moi, c'était pas péjoratif parce que ces gens-là ont fait de grandes choses. De grandes choses. Il faudrait que vous alliez les voir en Afrique. Je dis n'importe quoi. Mais, Madame Gobineau, vous avez parlé. Oui.
Vous parlez, je vais rebondir, hein, permettez-moi de vous interrompre, je vais rebondir, parce que vous avez parlé du problème de la carte d'identité, juste avant d'être en direct. Je suis une émission politique sur une des chaînes d'infos que je ne vais pas nommer. Et c'est quoi? On se rend compte quels sont les discours, et pourtant vous parlez d'événements quand même qui datent il y a un peu longtemps. Mais regardez les événements avec les émeutes, qu'est-ce qui est posé? Qu'est-ce que les journalistes, on est en train de pointer des hommes politiques qui sont en train de pointer cela, qui sont en train de se dire, mais c'est arrivé parce que vous êtes sous une deuxième génération, troisième génération d'immigrés. Ce à quoi le journaliste, à juste titre, rétorque, mais ce sont des Français, ce sont des personnes qui ont des cartes d'identité françaises. Et ne voilà-t-il pas que, tout Français qu'ils sont, cartes d'identité françaises, ils sont relégués justement à leur histoire d'immigrés. Ils sont relégués au fait qu'ils viennent de populations immigrées, de générations d'immigrés. On ne peut pas leur dire, mais vous êtes français, puisque cette carte d'identité dont vous avez parlé, ils ont exactement la même. Ce passeport européen dont vous parlez, ils ont exactement le même. Et pourtant, le discours qui est en train de venir, ce discours accusateur, c'est de se dire, mais ben voilà, ils sont une population, ils sont une deuxième, ils sont relégués, ils sont confinés dans le fait d'appartenir à une génération, deuxième, troisième génération d'immigrés. Donc ça veut dire que quoi? Que nous sommes dans des problématiques qui n'ont pas tellement évolué. Alors, si on les relègue au point d'immigrés, il faut dire aux gens d'apprendre l'histoire de France, hein, d'apprendre l'histoire d'Europe. Hein. Eh oui, il faut leur dire que Béranger était chez nous, hein, il faut les mettre dans leur manuel, je pense. Parce que l'ignorance, c'est la pire des armes coupables. Oui, mais je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Et ce que vous dites bien, je suis d'accord avec vous. Mais néanmoins, qu'il est-il, c'est que nous avons quand même l'impression dans les crises, et pourtant il y a eu des crises, il y a eu de nombreuses crises, il y a eu des droits, et vous êtes dans le droit, vous savez très bien, il y a eu des processus qui ont évolué. Mais néanmoins, nous avons l'impression quand même que structurellement, nous restons enfermés quand même dans les mêmes schémas, et qu'à chaque fois, justement, qu'il y a quelque chose qu'on a dit de l'eau dépassée farine, il y a toujours une tendance à une stigmatisation des mêmes populations. Si je peux intervenir, Chantal, Madame Robineau, c'est un constat qui existe depuis pas loin de 50 à 60 ans. Comme Chantal l'a évoqué, si on remonte au moins trois générations en arrière, et notamment sur la communauté maghrébine, la première génération qui est arrivée en France faisait des allers-retours quotidiens entre le Maghreb et la France. La seconde génération ne se rendait sur son territoire d'origine uniquement sur des périodes de vacances. Et aujourd'hui, la troisième génération se rend sur leur territoire d'origine très occasionnellement. Et quand ils s'y rendent, ils sont rejetés par leur propre origine. Et en France, ils sont rejetés de la même façon. Donc, comment trouver une assise, une stabilité sur ce volet d'identité? Là est un grand débat. Là, vous dites? Je dis, cette situation aujourd'hui pose encore ce fameux débat. La jeunesse d'aujourd'hui n'est pas reconnue dans leur territoire d'origine et ne sont pas reconnus en France alors qu'ils sont nés français. Donc comment, à un moment donné, on peut demander à cette génération de s'investir et de respecter une culture dans la mesure où eux-mêmes ne l'ont pas, cette culture? Ou eux-mêmes n'ont pas cette culture. De culture. Ah, de culture. Ben, qu'est-ce que c'est la culture aujourd'hui? C'est la télévision, c'est la rue, c'est pas la famille. Hein. Et il y a des choses à repenser, il y a du travail. Hein. Je m'assieds, je suis pas française hein, dans les fêtes. Je m'assieds dans un métro, et la personne blanche qui était assise à côté de moi se lève comme si elle avait été propulsée parce que je ne suis pas
je ne sais pas quoi, elle se lève, elle touche le micro et elle me fait une aigresse. Alors, je l'ai regardé avec un grand sourire et j'ai dit, c'est fière de l'être. Et elle se dit à hurler parce que la plupart des gens bien que j'avais hurlé. Donc, c'est vrai, je dis, Madame Robineau, je trouve que... Oui, je Oui, disais, Madame ce Robineau, que vous dites, enfin, moi... la question que je me pose aujourd'hui, c'est quels sont les outils et quelle stratégie on peut aujourd'hui développer pour que cette jeunesse puisse, à un moment donné, avoir une véritable identification, qu'elle soit reconnue et acceptée, peu importe le territoire où elle se posera. Voilà, pour moi, ça fait partie des valeurs de respect qui n'existent plus aujourd'hui parce qu'on ne leur a pas donné les moyens de pouvoir s'identifier. Alors, je reprends pour être sûr d'avoir bien entendu. Vous dites, qu'est-ce que cette jeunesse doit avoir pour se reconnaître? C'est ça, pour être reconnu, se reconnaître et être reconnu, être accepté. Peu importe le territoire, aussi bien sur le territoire d'origine par rapport à leur famille que sur le territoire où ils sont nés. Je pense on n'a pas besoin d'être accepté. On est là. On est là. Et on essaye d'être là avec. Sans, on verra. On essaye d'être là avec. De toute façon, la France est un pays raciste. Le monde est raciste. Vous ne changerez rien à ça. Mais il faut être là, on est bien dans ses baskets. Bien dans ses baskets. Mon ex-mari était un magistrat. Mais il est noir comme nous soir. Et il avait rendez-vous avec un reporter. Je me rappelle du coup. Il est assis dans son attente, il attend, et la personne sort, il dit, mais j'attends monsieur, il n'est pas là. Et la secrétaire qui lui fait le mot du doigt, il est là. Et le regarde, il dit, c'est un nègre. Un nègre ne peut pas occuper des hautes fonctions comme ça. Être porte général de Paris. Un nègre ne peut pas. Donc, je pense qu'il y a toute une révolution à faire. Chez nous, d'abord, dans nos têtes. Mais ça, c'est un boulot colossal. Ça se prépare dans la famille, je répète souvent ça, à l'école et ailleurs. Mais il faut faire le boulot. On réfléchit pied sous terre, ça ne sera pas fait. C'est vrai que vous posez des sujets, c'est vrai que vous posez des sujets, vous, Madame Robineau, et puis aussi toi, Frédéric, par rapport effectivement à ce positionnement qu'on a aujourd'hui. Je me dis que, bon, ça n'a jamais été simple. Je pense que pour toutes les générations, chaque génération a eu ses propres combats. Mais néanmoins, c'est vrai que ce qui est assez embêtant, j'ai l'impression aussi qu'on n'arrive pas vraiment à trouver des points d'ancrage, en fait. Et vous dites qu'il faut être ce qu'on est. Mais comment être ce qu'on est si des fois on ne sait pas d'où l'on vient, si on a l'impression que notre voix ne compte pas, notre voix ne porte pas. Et si on a, par exemple, justement, comme vous dites, cette explosion de la cellule familiale, et il est vrai que la cellule familiale, elle a muté. La cellule familiale, qui était celle qui existait il y a 30 ans, n'est plus la même aujourd'hui. Donc, nous sommes dans un défi sociétal et historique. Et la pluie m'empêche de vous entendre. Ah, d'accord. Vous avez des difficultés à nous entendre. La pluie? Non, je n'entends pas la pluie, mais on vous entend très bien. Il y a de la pluie et du vent. Donc, je disais... Ça passe mieux là? Oui, on vous entend très bien, Madame Robineau. Oui, on vous entend très bien. Okay. Donc, on a l'impression vraiment, en tout cas moi, c'est ce que je suis en train de constater par rapport au débat qu'on a. Moi, personnellement, ça m'a sidéré que d'entendre des élus politiques, en tout cas, avoir des propos pour moi qui n'étaient pas vers un défi de construction. Et je pense que vous avez parlé de la cellule familiale, mais la famille a muté. La famille n'est plus la même. Les repères familiaux ne sont plus la même. Il y a une implosion. Pour autant, est-ce que cela doit justifier certaines choses? Est-ce que ça doit justifier certaines choses, certaines dérives que nous avons?
Je pense qu'on a quelques difficultés Alors, à je échanger pense qu'on a des avec... difficultés à échanger, oui, parce que peut-être Alors, qu'il pleut je de vais l'autre te côté. demander, Chantal, de poursuivre avec Frédéric, hein, puisque Ah ben moi, Frédéric est non, là. je voulais te rejoindre. Alors, j'espère que tu pourras la rattraper, puisqu'il doit pleuvoir peut-être en Martinique, on a du mal. Mais moi, j'ai ce sentiment-là, en tout cas, par rapport, je voulais revenir au débat. C'est vrai qu'on a une implosion de la famille. Ça va être l'un des sujets qu'on va avoir à la rentrée sur les mutations de la famille, sur les nouveaux codes et les nouveaux paradigmes. Mais je me demande pour autant, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça suffit, Frédéric, parce que c'est toi qui restes avec moi, on a du mal à entendre Mme Mobineau, à expliquer justement cette implosion qu'il y a, qui est incroyablement, qui montre en tout cas, quoi qu'il en soit, un échec du système éducatif, mais qui montre aussi un échec aussi des, comment je veux dire, des défis de cohésion de la société que nous essayons de mettre en place et que nous essayons de construire. Ne- La personne qui vient de rentrer, oui, la personne qui vient de rentrer, coupez derrière, coupez derrière. J'ai rien allumé. Ok. Oui, allô? Est-ce que vous êtes là? Qui est là? Je ne sais plus qui est là. Alors, tu as Frédéric. Moi, je suis là. Tu as Frédéric. Ah ben, Madame Robineau est de retour. Alors, il y a Philippe Pilotin qui est là avec toi et Frédéric. Philippe Pilotin, bonsoir, bienvenue. Philippe, bonsoir Chantal, je voudrais dire, je ne vais pas rester longtemps, mais dire quelque chose, parce que j'ai mené une enquête depuis il y a belle lurette avec 25 ans. J'ai mené ma petite enquête. J'ai des parents qui sont blancs par rapport à mes enfants, et peu importe, etc. Mais je pense qu'il fait peur à cette France d'aujourd'hui. D'ailleurs, Sarkozy l'avait dit par le passé. Ils ont peur du grand remplacement. D'ailleurs, on voit ce que dit Zemmour déjà dans son propos. On voit ce que dit, par exemple, Marine Le Pen dans le propos. Et de plus en plus, il l'affiche. Avant, il le disait en sous-main. Maintenant, ils n'ont pas peur de le dire. Et la deuxième chose qui fait peur aux Français aussi, c'est la religion. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que la plupart des Noirs qui viennent d'Afrique ou des Arabes, ils sont musulmans. Et donc, de plus en plus, ils pensent que ces gens-là sont en train de les remplacer, puisqu'on voit bien que les gens vont plus dans les églises, il y a plus de mosquées aujourd'hui, il y a même les prières de route, tout ça, etc. Donc c'est ce qui fait peur aujourd'hui à cette France, parce qu'on a vu une chose qui est certaine, lorsqu'il y a eu la guerre en Ukraine, sous prétexte qu'il n'y a pas de place en France pour accueillir les Syriens, les Sgavons, tout ça, comme par hasard, brusquement, on a pu héberger pratiquement tous les Ukrainiens qui arrivent en France. On leur a même ouvert des lieux chics pour les abriter. Et certains même n'ont pas eu la langue de bois, ils ont dit, mais ils sont blancs. Ils sont blancs. Ça veut tout dire. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui crée cette situation, c'est que beaucoup d'hommes politiques qui ont le pouvoir médiatique, avec aussi certaines radios et télévisions racistes, aujourd'hui, qui véhiculent ces choses-là, et on formate les jeunes dès maintenant. Et ce qui se passe, donc, dès qu'on a la peau basanée ou la peau noire, on est rejeté systématiquement, on est montré du doigt. Moi, je peux le dire. Oui, mais à un moment donné, j'étais contrôlé systématiquement. Excuse-moi, Philippe, je vais t'interrompre. J'entends ce que tu dis. Est-ce que tu me permets de te poser une question et de mettre le débat et de rebondir là-dessus, sur ce que tu dis? Ton discours, je l'entends, mais est-ce que, et ça, je ne suis que l'animatrice qui pose des questions, je n'ai pas de parti pris, évidemment, mais est-ce qu'effectivement, il n'y a pas une forme de repli sur soi et que ce n'est pas alimenté aussi par certains discours religieux qui sont incroyablement violents? Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, la France, les politiques, ils ont refusé d'admettre des réalités, que le monde change. Donc, effectivement, à l'époque, les Blancs français ne faisaient plus d'enfants. Donc, est arrivée une population qui arrivait d'ailleurs, ils ont fait des enfants. Et donc, tout ça a joué aussi. Donc, comme on entend, ils ont peur, soi-disant, de perdre leurs avantages, de perdre tout ce qu'ils ont connu par le passé. Eh bien, moi, je dis au départ, il y a un mensonge, parce qu'on ne dit pas la vérité, on montre toujours l'étranger du doigt. Si tous les Européens qui étaient ailleurs dans le monde, en Afrique, ailleurs, revenus en Europe, il n'y aura pas assez de place pour les mettre. Parce que la situation qui se passe en France aujourd'hui, quand on voit ce qui est passé en Afghanistan, ce qui s'est passé en Irak, etc., ce sont les mêmes qui crient au loup, c'est eux qui créent cette situation-là. Donc aujourd'hui, quand on voit que le Mali, par exemple, je pense le Mali, par exemple, qui se bat pour se débarrasser de la France, qui depuis 85 ans fait de l'aide au développement, ces pays-là sont plus bas que bas.
Et comme ils ont découvert maintenant au Mali qu'il y a tellement de richesses, et que d'ailleurs on entend des discours de certains politiques français, même des Italiens qui critiquent la France, qui disent que la France c'est le seul pays encore qui est colonisateur, et les Américains aussi qui le font. Et donc aujourd'hui, c'est eux qui créent cette situation. Si chacun restait chez eux, comme je dis, on a voulu créer soi-disant une démocratie en Afghanistan en disant aux gens, ne mettez pas de tchador, ne vous habillez pas comme ça. Mais qu'est-ce qu'on en a foutu? Chacun fait ce qu'il veut chez lui. Pourquoi on veut imposer au reste du monde notre vision? Est-ce qu'elle est bonne? Et je pense que c'est ce qui déstabilise les sociétés actuelles. Et c'est ça notre grave problème. Voilà. Donc je pense que le Français veut croire qu'il a toujours la science infuse, que ce qu'il dit est argent comptant. Il faut qu'on arrête à un moment donné, quoi. On arrête. Mais oui, voilà. Mais est-ce qu'à un certain moment aussi, nous ne participons pas à un peu ce discours aussi qui est anti-français à outrance? Et est-ce qu'on ne participe pas aussi, en quelque part, à alimenter cette exaspération? Je pose la question à Frédéric, à Mme Gobineau, à tout le monde. Hein? Mais avant, les parents de ces jeunes, avant, ils venaient, on leur mettait la merde dans la bouche, ils disaient rien. Mais ces jeunes aujourd'hui, ils ont grandi en France, ils ont été à l'école en France, ils connaissent les codes. Donc forcément, ils ne se laissent pas faire. C'est ça le problème, parce que leurs parents venaient d'Afrique, venaient d'Asie, venaient du Maghreb. Donc ils venaient pour travailler. On voit bien ce qui s'est passé avec les tirailleurs sénégalais. C'est tout récemment qu'on leur a donné le droit de pouvoir rester chez eux au Sénégal, etc. Donc c'est tous ces problèmes-là qui se passent. Donc aujourd'hui, ces jeunes-là, ils ont été à l'école comme le blanc français, eh bien, ils ne veulent plus accepter ce que leurs parents acceptaient. Donc ça crée ces problèmes actuellement. J'ai même des parents blancs qui me disent comme ça que, même, j'ai des parents blancs qui me disent que dans la police, ils ont des consignes pour contrôler leurs facettes. Et on vêtement dit que c'est pas vrai. Donc on considère un déni des pouvoirs politiques. C'est une réalité. C'est une réalité. Des fois, j'ai entendu des gens tenir des propos vis-à-vis des Antillais, etc. Et après, ils me disent, ah, t'es pas toi, Antillais? Je dis, quoi, c'était Calédonien? J'ai cru que c'était Lyonnais. J'ai dit, non. Donc ça prouve bien qu'on est en train de miner la société avec les discours de Zemmour qui n'est pas puni, qui veut sur les plateaux déverser sa haine, de Marine Le Pen qui veut déverser sa haine, de Rotaillot, de M. Ciotti qui vient sortir des conneries sous les trucs. Tout ça, ça ne peut pas créer l'apaisement. Ça ne fait que monter des Français comme des Français. Ce sont des gens qui font du commerce politique, mais qui n'aiment pas la France. Ce sont des menteurs. Ils n'aiment pas la France. Ils sont là pour essayer Quand on voit, par exemple, on ne dit pas la vérité. Au départ, il n'est pas comme Macron. Comme Macron a dit au départ que c'était un meurtre, qu'il fallait punir sévèrement. Mais après, il s'est dit, oh là là, j'ai fait une gaffe. Si je fais ça, le 14 juillet, les policiers risquent de ne pas, si les gens mettent le feu ou bien des pétards, ne pas intervenir. Il se dit, en 2024, il y a les Jeux Olympiques. Si je me mets à donner les policiers, eh bien, ça va être la catastrophe. D'autant plus que les Gilets jaunes m'ont dit qu'ils vont foutre la merde en 2024. Rappelez-vous bien ce qui s'est passé au début des Gilets jaunes. Lorsque les policiers étaient d'accord avec les Gilets jaunes, il n'y a pas eu de manifestation dangereuse, il n'y a pas eu de casse, parce que les policiers défendaient les idées des Gilets jaunes, la vie trop chère, les retraites qu'ils ne voulaient pas. Castaner, à l'époque, le jeudi, a fait passer une circulaire disant que les policiers n'étaient plus concernés concernant les retraites. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est là que ça a dégénéré, tout simplement. Donc, on se voit la face, on se raconte des conneries, on nous ment et on se ment à soi-même, tout simplement. Voilà. Mais bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Mais oui, moi je voulais réagir sur un élément aussi important, parce que l'analyse est vraiment beaucoup plus profonde que ça. On sait aussi, Philippe, et tu le sais aussi bien que moi, voire mieux que moi, on sait très bien qu'il y a des discours au sein de mosquées qui sont radicales. Quand on entend également, Philippe, quand on entend le discours des frères musulmans autour de la charia, qui ne va pas dans le sens de la pratique religieuse musulmane, elle est à l'opposé. Voilà, il y a des paramètres vraiment à prendre en considération, dont je ne juge pas et je ne fais pas un pointage particulier. Donc nous avons effectivement des politiques qui font de la politique politicienne, et là effectivement on est à défaut. Mais il y a tellement de dysfonctionnements
dans différents systèmes, y compris celui religieux. Donc, si tu veux, le mal est profond. Et la jeunesse aujourd'hui, si elle n'est pas encadrée, et je le disais dans un de mes propos par rapport à un message, la jeunesse aujourd'hui a besoin d'être sociabilisée. Elle manque de repères. Donc, si on ne travaille pas sur cet outil de sociabilité, comment tu veux qu'il se construise? C'est la base de la société. La sociabilité est une des bases de la société. Je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que nous sommes dans un problème beaucoup plus complexe. C'est vrai qu'il peut y avoir une réaction éruptive et c'est vrai que moi, j'ai entendu quelques discours de M. Rotaillot, de M. Ciotti et de quelques journalistes d'ailleurs aussi qui ne sont pas acceptables dans notre société. Mais j'entends aussi les propos de Mme Robineau quand elle parle aussi de ce manque de repères qu'il y a au niveau de la cellule familiale. Nous voyons très bien qu'il y a une déperdition de valeurs, mais pour moult raisons qui peuvent être expliquées au sein de la cellule familiale, qu'elle soit monoparentale ou qu'elle soit, je vais dire, dans une situation, je vais dire, de couple attendu, telle qu'exigée, mais ce n'est pas la simple mutation. Il y a cette perte de valeur qui s'est passée. Il y a le fait aussi que, pour moi qui est enseignante, qui ai commencé ma carrière comme enseignante, mais avant, qu'est-ce que nous apprenait qu'on allait à l'école? C'était pour transmettre des savoirs. Aujourd'hui, l'enseignant n'est pas seulement celui qui transmet du savoir, il est celui aussi qui récupère une partie de l'éducation, une partie de l'autorité qui était dévolue aux parents et qui est rentrée dans l'enceinte de l'école. Et dans l'enceinte de l'école sont rentrées aussi des problématiques qui n'ont pas y être, notamment par le port d'habits religieux, qui est l'une des questions, qui n'est pas que la question sur laquelle il faut avoir une focale, mais qui est l'une des questions qui pose problème, où nous n'avons pas su, et Frédéric, je pense que tu le dis, et Mme Robineau l'a dit aussi dans ses propos, on n'a pas su avoir les réponses, on n'a pas su mettre en place. Donc, ça vient de quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple manipulation. Et ces événements-là, ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se dérouler, qui à l'échelle nationale, mais qu'on doit voir aussi à une échelle beaucoup plus petite, qui sont cette échelle de nos départements, cette échelle de nos territoires, en fait, pose les problèmes justement sur des politiques peut-être de manière plus générale que nous n'avons pas mises en place ou sous lesquelles nous n'avons pas été, excusez-moi, assez loin pour pouvoir créer justement cet enracinement, pour pouvoir créer ce cercle vertueux de valeurs qui aurait pu protéger ces jeunes de tout justement ce flot d'informations. Le troisième argument et le dernier argument que je veux ajouter, mais regardez ce qui s'est passé par rapport à, comment il s'appelle, le jeu d'Internet, Pierre-Philippe, Frédéric, Mme Robineau, le jeu des réseaux sociaux, le poids des réseaux sociaux. Mais nous sommes dans des choses qui sont incroyablement déréglementées, où tout est permis. Vous imaginez que par les réseaux sociaux, on arrive à provoquer du harcèlement tel que des jeunes se suicident. Donc, il y a vraiment un vrai problème qui fait que nous sommes dans quelque chose de systémique sur lequel, aujourd'hui, où sont les réponses? Je n'en sais rien. Comment refonder tout ça? Je n'en sais rien parce que c'est incroyablement problématique, mais qui ne peuvent pas, à mon sens, se réduire à de la manipulation. Nous venons de systèmes et de politiques qui ont échoué. Et il va falloir aussi poser le plat du rapport qu'on a par rapport à la police, du rapport qu'on a par rapport à l'autorité, de ce rapport-là qui fait que pour des raisons historiques, des raisons sociales, des raisons économiques, et puis évidemment des raisons politiques aussi, mais il y a une perte, il y a une défiance qui est incroyable. Et le sous-jacent de tout ça, me semble-t-il, c'est la défiance, mais incroyable qu'il y a, non pas seulement à l'égard des politiques, mais la défiance incroyable par rapport à la société. Et ça, pour moi, c'est un enjeu, c'est quelque chose de terrible. C'est quelque chose de terrible. C'est pour ça que je reviens à la question initialement du départ. Le militantisme aujourd'hui, c'est quoi? Militer pour quoi? Militer vers quoi? Militer par quoi? Madame Robineau, je ne sais pas si vous êtes avec nous, bien si on vous a perdu. Oui, je suis avec vous. On a perdu. Donc voilà, c'est ça aussi. Je posais cette question du début. Vous disiez militer pourquoi? Militer avec qui? Voilà. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un problème
qui est incroyablement complexe. Vous l'avez à juste titre posé la question des valeurs. Et derrière ça, il y a vraiment quelque chose d'incroyablement profond qui est en train d'exploser et qui est en train de nous exploser à la figure. Ouais. Chantal, je pense qu'on peut identifier cette situation aujourd'hui à un manque de véritable politique opérationnelle depuis une quarantaine d'années, si ce n'est pas plus. En France, on a eu différents dispositifs développés par la CNAM au niveau des dispositifs de parentalité. Si on diagnostique tous ces dispositifs qui ont été développés pendant 40 ans et qu'on essaie de trouver le fruit de réussite sur l'ensemble de ces dispositifs, mais je donnerai 2 résultats positifs peut-être, et encore, Chantal. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, quand on fait des diagnostics et quand on essaye de développer des outils pour accompagner des franges de population, que ce soit la famille, la jeunesse ou autre, on s'aperçoit que c'est de la non-réussite. Donc ça veut dire que bien sûr, Frédéric, néanmoins, ces analyses partent de bureaucrates et qu'on ne prend pas suffisamment en conscience l'analyse des gens de terrain qui font remonter quand même non, mais bien sûr, et c'est là-dessus que je veux rebondir, Frédéric, c'est que regarde, quand on va et qu'on regarde les informations, moi j'étais surprise par rapport à ces émeutes, on n'a jamais donné autant la parole aux responsables d'associations pour venir justement, qui sont ces personnes de terrain. Donc justement, est-ce que les associations ne sont pas le nouveau maillon? Tu vois, il manquait peut-être un maillon entre l'institution et le jeune. Et est-ce que justement, parce que Mme Robineau disait, par rapport justement à cette perte un peu de la cellule familiale et de repères pour de nombreuses raisons que nous n'allons pas évoquer ici, est-ce que effectivement l'association, ce phénomène du grand frère qu'on mettait en place dans ces dispositifs, dans ces dispositifs qu'on mettait en place dans les quartiers, dans les cellules qui étaient un peu beaucoup plus fragilisées, ne redeviennent pas le maillon indispensable justement entre l'institution et la famille? Mais c'est ce qui s'était fait dans les années 80 sur les premiers dispositifs de politique de la ville, Chantal. Après, ça évolue autrement et différemment quand on fait un constat. Mais non, mais parce que ça a évolué pourquoi? Ça a évolué pourquoi, Frédéric? Qu'est-ce qui a pris la place? Qu'est-ce qui a pris la place des associations? Mais je vais vous dire ce qui a pris la place des associations. Vous savez ce qui a pris la place des associations, le relais, en plus de ça, bon, l'État dit qu'il a gardé un désengagement, qu'est-ce qui a pris la place? Les religions. Les religions sont devenues vraiment des rabatteurs comme pas possible de ça. Déjà, premièrement, c'est-à-dire qu'au lieu qu'on aille dans l'association, on va à l'église, dans le système des religions où on entend ces discours-là, qui sont des discours carrément d'embrigadement. Il faut pouvoir l'appeler un chat un chat. Deuxièmement, à cela, c'était conforté justement par les réactions politiques qui ne furent pas à la hauteur. Et aujourd'hui, ce qui fait que c'est un tel point que la religion est en train d'entrer, en tout cas dans l'école. La religion devient ces refuges-là pour ces jeunes-là. Et troisièmement, justement, là où ça a échoué aussi, malheureusement, maintenant, je ne sais pas, est-ce qu'on y a cru assez pour créer ce qu'on appelle de l'égalité sociale? Est-ce qu'on n'a pas effectivement aidé à renforcer, à cloisonner? Vous n'allez qu'à voir maintenant dans les quartiers. Moi, je prends l'exemple de mon immeuble, et j'espère qu'il y a personne dans mon immeuble qui m'écoute. Quand je suis arrivée dans mon immeuble, je suis arrivée à mon immeuble en 2009. Je me souviens, lorsque nous sommes arrivés, nous sommes installés. Mais c'était une population incroyablement hétérogène. Et un jour, et j'espère qu'il n'y a personne dans mon immeuble qui m'écoute parce que j'ai envie de sortir là demain matin sans problème, il y a une dame qui ne se rend même pas compte qu'elle me parle à moi, qui suis antillaise. Il me semble quand même que ma peau n'est pas forcément blanche. Et loin de là. Et qui me dit qu'elle laisse l'immeuble parce que maintenant, il y a trop de Noirs et trop d'Arabes dans l'immeuble. Elle me dit à moi, on est dans l'ascenseur, on est en train de descendre, et elle me dit, je vais déménager et tout ça. Je dis, ah bon, vous déménagez, vous partez et tout? Et elle me dit, je vais laisser parce que maintenant, il y a trop de Noirs et trop d'Arabes dans l'immeuble, en fait. Cette phrase-là, pour moi, c'est très révélateur de quelque chose, en fait. Et je vais vous dire quoi, c'est révélateur de quelque chose.
Au-delà, effectivement, de l'aspect, je ne veux pas réduire ça à l'aspect noir, blanc contre les autres. Je ne veux pas passer, construire à diviser. Mais je me dis qu'en fait, nous avons perdu cette dynamique de mixité, en fait. Et nous sommes tombés dans le piège des communautarismes, en fait. C'est-à-dire qu'au lieu de nous ouvrir, au lieu de participer, mais pour X, Y, Z raisons, je ne pense pas, nous faisons des diagnostics, enfin, on n'a pas les réponses à tout et c'est pas là l'objet à l'émission de n'importe ce soir. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes refermés, il y a un repli sur soi qui s'est posé. La société, ce qui est en train de se passer comme révolte, témoigne aussi du repli. C'est-à-dire que ces jeunes qui ont cette perte, comme Mme Robinet le disait, des valeurs familiales, des valeurs parce qu'en fait, nous sommes totalement assaillis par toutes sortes de choses et les réseaux sociaux nous ont vraiment aidés à endormir là-dedans. Cette espèce d'annihilation totale aussi, de la volonté. Nous sommes des suiveurs du manque de perspective. Ce fait aussi où on n'a pas su, nous sommes des déracinés aussi. Ça a créé quoi? Ça a créé ce feu qui brûle, ça a créé ce besoin de s'exprimer qui s'est malheureusement, parce que moi je dis malheureusement, je plains les personnes qui ont perdu des choses dans ça, et d'autant plus que ça ne va pas apaiser les tensions. Malheureusement, ça a entraîné vraiment ces désordres-là, mais qui sont révélateurs de mots extrêmement profonds. De mots extrêmement profonds où il y a une déperdition. C'est-à-dire que qu'on ne croit pas à la politique, c'est un fait. Qu'on ne croit pas à l'institution, ça commence à devenir grave. Mais qu'on ne croit plus à la société. Parce que lorsque je m'attaque à l'école, lorsque je brûle les voitures de police, lorsque je m'attaque aux services de proximité, attention, je fais un constat, j'ai pas de jugement. J'ai bien conscience que nous sommes dans quelque chose qui dépasse le simple discours d'immigration. C'est que tout simplement, on pose une question fondamentale. C'est-à-dire le regard et la vision que j'ai sur cette société. Non seulement je n'en fais pas partie, mais peut-être que je n'y crois pas. Et ça, pour moi, c'est grave. Nous sommes dans quelque chose qui est extrêmement grave. Ça veut dire que nous ne sommes plus capables de construire ensemble. Parce que nous le voulions ou pas, nous sommes obligés de construire ensemble, sinon il n'y a pas de société. Après, je dirais, Chantal, il y a un autre phénomène qui va être aussi à reconstruire complètement, qui est la médiatisation. Moi, je vis en campagne. Mon petit hameau, ma commune en campagne, il y a à peu près 800 habitants. Lors des dernières élections municipales, le Front National au premier tour a atteint un niveau de 98%. Mais en Martinique, en Guadeloupe et dans tous les territoires des Outre-mer aussi, mais rassure-toi. Non mais Chantal, chez moi, il n'y a pas d'étrangers, ou très peu. Il n'y a aucun problème d'insécurité. Et sur ces territoires-là, on accorde 98% d'électorat au Front National. Oui, moi, mais ce que je te dis, c'est que tu dis que chez toi... Ce qui se passe. Mais les départements d'Outre-mer ne sont pas censés voter pour l'extrême droite. Or, l'extrême droite a eu de très bons résultats. Donc, c'est pour abonder totalement dans l'exemple que tu prends là, pour te dire la réalité. Oui, mais qu'est-ce qui fait que les gens, dans mes villages ou dans les villages à proximité d'où je vis, votent pour le Front National? Ils sont influencés, pour moi, par le journal qu'ils reçoivent local au quotidien, qui va parler de faits divers et c'est toujours de la violence. Bravo. Et qui on met en image, ce sont des gens basanés. Et les journaux télévisés qui mettent en avant moindre problématique ou qui mettent en avant toute cette violence et on stigmatise une population. Et donc les gens qui sont retranchés dans nos campagnes, et le territoire français est à plus de 80% des campagnes, donc on tend vers ça. Et ce n'est pas une réalité. Et ce n'est pas une réalité. On regarde bien les publicités en France. Il n'y a pas comment te le dire, que même mes petits-enfants me disent, papy, mais pourquoi on montre toujours des noirs? Écoute bien, lorsqu'on parle de sida, lorsqu'on parle de pilules, lorsqu'on parle de trucs comme ça, dans les pubs, on montre des noirs. Lorsqu'on montre des maladies, on montre que des noirs. Par contre, lorsqu'en France, on monte à chaque année le taux de naissance, on ne monte pas des noirs. Pourtant, le taux de naissance des noirs et des arabes sont plus importants que ceux des blancs. Il y a tout ça aussi. Donc, la télévision aujourd'hui qu'on a, et comme tu as dit au début, elle véhicule ces images-là qui créent ce qui plaît. Comme Brigitte Bardot, elle vivait avec la télévision. Elle pensait que quand elle sortait dehors,
elle est violée par un arabe et tuée par un noir. C'est ce qu'elle avait dans sa tête. Non, mais Pierre, je vais juste objecter quelque chose. Je me permets juste objecter par rapport à la publicité. Si il y a un domaine qui a fait des efforts concernant la visibilité des Noirs, mais pas dans le mauvais sens, voire dans le bon sens, c'est la publicité. Pourquoi? Aujourd'hui, regardez quand même les populations qui sont présentes dans les publicités, qui représentent à peu près toute la France. Ce qu'on ne voit pas forcément dans les séries, ce qu'on ne voit pas sur les plateaux de télévision, lorsqu'il y a des débats, ce qu'on ne voit pas. Et à un point tel que, franchement, sur CNews, une fois, j'ai entendu Pascal Praud dire qu'il ne comprend pas que la publicité ne montre jamais de couple blanc. C'est pour vous dire à quel point il y a un rapport qui est inversé là-dessus. Là-dessus, je vais juste objecter là-dessus par rapport à ça. Mais ce que je vais dire aussi, c'est que, en fait, moi, ce qui m'a toujours sidéré, mais encore, c'est un autre débat, vous allez voir que ça va être intéressant parce que ça va attirer à beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'en fait, cette diversité dont on parle, en fait, le travail sur la diversité a été fait, si vous voulez, c'était construit sur un mauvais prisme, en fait. Le prisme a été de dire qu'on va faire de la discrimination positive, ce qui est un non-sens pour moi. Et ça, c'est un mauvais prisme, si vous voulez. Parce que ça a conduit à se dire, on va accepter l'autre parce qu'il faut un quota, au lieu de dire qu'on va prendre l'autre parce qu'il a les qualités pour. C'est pour ça que moi, ce discours-là, pour moi, est un discours qui a été dangereux. On va dire à l'autre, je vais t'accepter comme si je te fais une fleur parce qu'il faut un quota. Au lieu de se dire, je vais te prendre parce qu'en fait, tu as des compétences pour. Tu as des compétences égales pour. Tu peux y arriver égales pour. Et comme tu disais tout à l'heure, Philippe, les modèles noirs de réussite ne sont pas assez mis en valeur. Les modèles antillais de réussite ne sont pas assez mis en valeur. Les modèles, je vais dire, maghrébins de réussite ne sont pas assez mis en valeur. Parce qu'il faut parler à cette population qui a explosé. Nous ne sommes plus dans la même population, comme tu dis, Frédéric, des campagnes. Nous sommes dans une population où on ne fait pas avoir peur. Et comme tu dis, Frédéric, pourquoi ils votent? Pourquoi les gens des campagnes, justement, ont ce vote-là? Mais ils ont un vote de repli, ils ont un vote de crainte. Effectivement, qui est alimenté par le fait qu'on a toujours voulu associer le noir à cette image extrêmement négative de casseur, de personne qui va foutre le bordel, qui va violer, qui va ci, qui va ça, au lieu justement de casser cette dynamique-là en associant le noir dans un discours qui est un discours similaire, égal à celui du blanc pour construire ensemble. Et peut-être que la perte de repères dont parlait Madame Robineau passe par là aussi. Ça veut dire cette absence de modèle, absence de figure vers qui me référer. Ça se joue aussi par notre place dans l'histoire, ça se joue aussi par notre place dans la culture, ça se joue dans la place qu'on a, mais à toutes les sphères et à tous les échelons. Vous voyez ce que je veux dire? Et il faut qu'on arrive à casser le truc de se dire, tiens, mais un tel a réussi, un tel est arrivé, c'est l'exception, à ce que chacun se dise, mais c'est peut-être pour ça, et peut-être qu'on a un travail à faire pour plus d'égalité. Et de ce côté-là, Philippe, je te rejoins. Lui-même, un peu le profil un peu blanc, va se dire, mais non, mais nous, il faut qu'on arrête de nous emprisonner parce qu'on fait plus d'égalité, parce qu'on fait plus ci, parce qu'on fait plus ça. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai qu'ils en ont fait. Mais ce n'est pas suffisant. Ça veut dire qu'il faudrait repenser un peu le paradigme et il faudrait repenser la façon de construire l'outil. Pourtant, Chantal, nous avons des exemples très importants dans notre société mondiale de réussite, et pourtant ça n'a pas été facile. Quand on prend ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec Nelson Mandela, et ce propre monsieur qui a été banni de son propre État a fini président. Aujourd'hui, tout n'est pas encore réglé, il y a encore beaucoup de problèmes là-bas. Mais quand tu vois aujourd'hui le fonctionnement de ce pays, où effectivement il y a un peu plus de mixité, il y a encore beaucoup de choses à régler, bien évidemment. Mais quand tu vois l'évolution et l'acceptation du peuple de cette société nouvelle que M. Mandela a réussi à instaurer, tu te dis qu'il y a des leviers. Donc pourquoi là-bas, alors qu'il y avait une apartheid terrible pendant des décennies, qui a réussi, pourquoi nous, on ne serait pas en capacité? Tu sais, j'ai repris une citation très célèbre, Chantal, et je l'ai modifiée. Je dis aujourd'hui, donne du pouvoir à un médiocre, tu en feras un tyran. Ouais. À méditer.
à méditer. Mais à méditer. Je profite pour dire bonsoir à Victor Delfer, je profite pour dire bonsoir à Micheline, je profite pour dire bonsoir à Denis, je profite pour dire bonsoir à Ambrosia qui nous a rejoint, à Lydia, à Eddy. Voilà, bonsoir à vous. On voit vos remarques, on voit vos commentaires et ça nous fait plaisir. Ça nous fait plaisir que vous soyez là avec nous. C'est vrai que c'est un débat qui est intéressant, c'est un débat qui est passionnant et qui pose de nombreuses questions. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Je prends l'exemple de, comment elle s'appelle, j'ai oublié, la réalisatrice Euzène Palcy. Euzène Palcy a reçu un Oscar d'honneur. Voilà, elle a reçu un Oscar d'honneur, c'était un grand truc, un grand pont. Mais voyez, ce truc-là est passé comme une lettre à la poste, en fait. C'est passé comme une lettre à la poste, pas beaucoup relayé par les médias, pas beaucoup de une, etc. Exemple, quand je vous parle de figures dont nous avons, j'ai Madame Robineau qui est là avec nous, Légion d'honneur quand même. Figure inspirante, mais que très peu de personnes, au-delà de la Martinique et de l'Hexagone, connaissent cette espèce de référence à la culture, référence justement à des icônes, à des totems qui seraient propres et qui ne seront pas ceux d'autrui. Et c'est d'ailleurs notre grand écrivain, j'oublie son nom, par contre ça m'embête, l'Institut du Tout-Monde, le Tout-Monde, voilà, Glissant, qui disait « Mais nous avons adopté les figures d'autrui ». Et c'est vraiment ça le sujet. C'est vraiment ça aussi un problème qui fait que ce manque de repères, on n'arrive pas à se retrouver. Tu as raison, Philippe, quand tu dis, mais on ne parle pas. Pourquoi? Parce que la population blanche, et attention, nos populations, nos territoires aussi commencent à être victimes de ça. Ben, elle vieillit, elle se renouvelle pas, elle fait pas beaucoup d'enfants. Et elle est remplacée par quoi? Par les populations de plus en plus arabes et noires qui font beaucoup plus d'enfants. Donc forcément, ça va entraîner ce qu'on appelle cette population, mais qui va totalement dans sa structure évoluer. Mais il faut qu'elle puisse avoir aussi des personnes qui puissent se référer. Et ça, il n'y en a pas. Et on faisait un discours pareil. J'entendais, on disait oui, l'appel des personnalités n'ont pas été entendu, mais par contre, lorsque Kylian Mbappé a parlé, tout le monde a entendu ce qu'il a dit. Mais c'est normal. Beaucoup de personnes reconnaissent Kylian Mbappé. Beaucoup de personnes se reconnaissent dans un parcours inspirant comme Kylian Mbappé. Moi, je reste factuelle. Et moi, je ne suis pas fan de football et Kylian Mbappé, je m'en fous royalement. Mais je parle du phénomène que ça a engagé. Et des gens étudient ça. Ce qu'il a véhiculé, et ça a pesé quand même, parce que tu dis que Mbappé a quand même apaisé à travers ses mots, parce que les jeunes l'ont écouté. Mais bien sûr que ça a marché. Mais bien sûr, c'est ce que je te dis, ça a marché. Si on utilisait beaucoup plus souvent des gens comme ça, qui pouvaient faire chez la société, mais malheureusement, les politiques se gardent bien de ce pouvoir, de ne pas donner aux autres ce pouvoir. D'ailleurs, Bernard Tapie, qui n'était pas fan de Bernard Tapie, mais il a dit il avait dit, vous allez voir, si vous n'écoutez pas ce que je vous dis quand vous êtes ministre sur Mitterrand, il avait dit, les problèmes que vous voyez là, ce n'est rien. Ça va se multiplier par 100, parce que vous faites un déni de machin. Borloo l'avait dit aussi, hein, mais il fait tirer à boulet blanc parce qu'il compte de droite aussi. Qu'est-ce qu'ils ont fait du plan Borloo? Qu'est-ce qu'ils ont fait du plan Borloo? Le plan Borloo qui a été vu, qui a été documenté très bien, mais le plan Borloo a été mis à la poubelle et Emmanuel Macron a clairement dit qu'il ne va pas l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, le problème qu'il y a, c'est qu'encore une fois, on continue à avoir une vision technocratique. Or, la vision technocratique ne peut pas être celle-là. Nous sommes obligés de travailler avec tous les courants. Nous sommes obligés de valoriser tous les courants. Or, nous sommes sur un système où, lorsqu'on valorise le noir, lorsqu'on valorise l'arabe, lorsqu'on valorise le chinois, mais c'est pour des populations pareilles, qui ne seraient pas issues de courants européens pires, eh bien, c'est comme si on leur faisait une fleur. Mais malheureusement, il y a tout cela à travailler, il y a tout cela à repenser. Et c'est pour ça que je dis... On voit l'hypocrisie qu'on a en Europe. Quand j'entends ça me fait rigoler, on parle d'écologie, par exemple, je peux tout apporter l'écologie. On dit l'Europe ne pollue pas. Très bien. Mais on ne dit pas pourquoi ils ne polluent pas. Parce qu'ils ont tout déporté en Chine, et on dit la Chine c'est le premier pollueur du monde. Si peut-être la Chine dit maintenant, puisque je suis le premier pollueur du monde, je n'en vois plus en Europe. Comment fera-t-on? Est-ce qu'on m'explique? Je veux savoir comment on va faire. Puisqu'on a bien vu au moment donné. Philippe, excuse-moi, c'est pas une question d'un truc de réducteur. Enfin, là, je me permets de faire. Non, c'est vrai qu'ils vont dépenser en Chine, parce qu'en Chine, c'est moins cher, il y a ci, il y a ça. Mais il ne faut pas oublier aussi que la Chine, c'est quoi? Qu'est-ce que la Chine a fait? La Chine, c'est le pays qui dispose du plus de liquidités. La première puissance au monde, c'est quoi? Les États-Unis. La deuxième puissance, en tout cas, en termes de liquidité, de besoin de liquidité, c'est quoi la première puissance? C'est la Chine. Pourquoi? Parce que eux, derrière, ils ont une stratégie qui est très intéressante que ça mène chez eux.
L'argent reste chez eux, la puissance reste chez eux. Tu t'imagines, c'était des gens qui étaient colonisés. L'empereur s'est mis à genoux devant le général MacArthur. C'est pour vous dire à quel point le niveau de la colonisation. Aujourd'hui, de qui tout le monde se méfie et devant qui les États-Unis tremblent? Les États-Unis tremblent devant un seul pays, la Chine. Parce qu'il suffit qu'ils enlèvent leur argent et leur économie et tout ce qu'ils investissent là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus rien. Parce qu'ils ont de la liquidité, mais comme ça. Et là, là-dessus, ils sont forts. Donc, c'est pour ça. Et la Chine participe aussi, parce que la Chine n'a rien à foutre des enjeux économiques. La Chine, tout ce qui l'intéresse, c'est d'amasser de l'argent et de devenir une en puissance. Donc, de ce côté-là, je rectifie légèrement pour dire que chacun y trouve son compte, si tu veux, dans ce discours qui est forcément biaisé. Et là, je suis tout d'accord avec toi, mais chacun y trouve son compte. Mais la réalité. Ça, c'est sûr, ça, c'est sûr. Mais je veux dire, quand on parle d'écologie, pour dire que la France ne pollue plus. Ok, c'est vrai. Mais on ne dit pas l'envers du décor, c'est qu'aujourd'hui, on est dépendant de la Chine, parce que pourquoi? C'est vrai qu'on achète moins cher en Chine, etc. Mais si la Chine maintenant nous dit maintenant, je fais un blocus contre vous, je vous envoie, on n'a qu'à voir pour les masques quand il y a eu le Covid. On était tributaire, on va pour les médicaments aujourd'hui. Donc il y a un mensonge. Donc on déplace le problème et puis on fait croire que c'était réglé. Voilà, tout était réglé. Ce n'est pas vrai. C'est la même chose qu'avec le plan Borloo qui avait dit ce qu'il fallait faire. On a dit non, on a notre solution, on l'a foutu à la poubelle. Lorsque Tapi disait certaines choses, on l'a pas écouté, on a tiré à boulet blanc, on l'a tué politiquement, etc. Dès qu'il y a des gens qui ont des solutions pour pouvoir faire changer le monde, eh bien, tu as des gens qui sont non, faut laisser comme ça parce que c'est leur fonds de commerce. On parle de ce qui se passe aujourd'hui. On oublie 68, hein. 68, qu'est-ce qu'ils ont fait en 68? On oublie. On veut faire quoi comme c'est hier matin que les gens sont révoltés dans la rue? Non, il faut arrêter à un moment donné. Refaisons l'histoire et regardons un peu des grandes dates antérieures. On va comprendre que ce qui se passe aujourd'hui, pas avec les mêmes populations, mais ça s'est passé avant, avec les Portugais, les Italiens, etc. Il y a un mensonge. Alors, mes amis, de toutes les manières, il est 9h et on arrive quand même au terme de cette émission qui doit être terminée à 20h30. Voilà. Je suis obligée quand même à un certain moment de conclure. Quoi qu'il en soit, jeudi, on va rester beaucoup plus longtemps parce que on va sortir des sujets difficiles, des sujets compliqués et nous serons dans quelque chose d'un peu plus festif et on va reprendre ces sujets compliqués à la rentrée. En tout cas, quoi qu'il en soit, j'étais heureuse de vous présenter Madame Robineau parce que franchement, c'est une dame que, bon, voilà, je l'ai connue en étant jeune étudiante, quand elle avait son cabinet d'avocat, femme de droite, femme engagée, femme de combat, en tout cas, femme de conviction. Et en fait, il me semblait pour cette avant-dernière émission, en tout cas moi, c'est le souhait que j'ai dans notre podcast, de pouvoir valoriser ces parcours pour qu'ils soient inspirants. Et pour qu'ils soient inspirants, justement, Frédéric, on parlait de choses à faire, mais il faut essayer d'agir à notre échelle, en tout cas, pour essayer de faire connaître les personnes qui font des choses, les personnes qui ont tracé des chemins, les personnes qui ont tracé des voies, les personnes qui ont mené ces combats-là, qui fait que nous aussi, maintenant, nous pouvons le faire. Alors, et il y a justement pour ces grandes dames, ces grands messieurs qui œuvrent, qui ont posé un peu, qui ont un peu, comme on dit, pris leur coutelas et puis qu'on veut un peu les herbes pour qu'on puisse maintenant avoir des chemins pour marcher. C'est ça le grand parcours de cette dame qui est pour moi une femme d'exception. Et avec elle, vraiment, il me semblait important de poser cette question du militantisme. En tout cas, c'est la conclusion qui va être la mienne. Le militantisme, en fait, aujourd'hui, il a repensé, il a réinventé, me semble-t-il. Allô? Oui, Madame Robineau. Oui, allô? on vous écoute avec attention. Vous me feriez rougir, mais ma couleur le cache. Comment? Vous me feriez rougir, mais ma couleur le cache. Alors, j'ai pas compris, Madame Robineau, pardonnez-moi. Alors, Madame Robineau, mais ma couleur, effectivement, c'est blanc, vous m'avez dit rouge. Ah, non, ok. Non, mais justement, vous laissez le mot de la fin, parce que je pense que vous avez incarné le militantisme en devenant une militante, une travailleuse de l'action sociale et en devenant une défenseuse, en fait, quelqu'un qui agissait pour le droit par conviction, en tout cas, c'est votre parcours. Le militantisme, justement, cette notion du militantisme, aujourd'hui, dans les sociétés, comme vous avez dit, hein, qui sont explosées, où on a cette perte de valeur, qu'est-ce qu'on doit en retenir et quelle est la voie qui doit être la nôtre pour celle qu'allons poursuivre, ce chemin que vous avez magnifiquement ouvert pour nous?
sais qu'il y a toujours moyen de trouver la possibilité de faire les choses bien, naturellement, normalement, sans trop se prendre la tête. Je vous raconte une anecdote, parce que je ne pensais pas que j'avais laissé cette empreinte dans la société martiniquaise. Je vais chez Signaler, je crois que le magasin est fermé. Et je suis dans ce magasin, il y a une journaliste bien connue, et la fille me fait part de son admiration. Alors, j'étais confuse, comme aujourd'hui. Je dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que les gens me donnent plus? Il me donnait 20 sur 10, il me donnait 2 sur 20. Voilà, je l'ai terminé. En tout cas, moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Vous avez dit qu'il faut faire les choses bien. Moi, je crois que vous nous apprenez aussi à faire les choses avec conviction. Et je pense qu'il faut savoir être convaincu pour essayer de mener les combats que nous pouvons, en tout cas, à notre échelle. Et je pense que ça, c'est extrêmement important. Je sais que ça n'a pas été évident de faire tout ce que vous avez fait dans l'époque, en tout cas, qui n'est pas une époque, qui n'a pas été forcément une époque facile avec les femmes, de monter ce cabinet, d'impulser en tout cas cette volonté de défendre quelque chose dans un patrimoine qui nous appartient. Mesdames, Messieurs, mes chers amis auditeurs, c'est vrai que je vous disais, je vous laisse cette rencontre avec des personnes qui sont inspirantes, des personnes qui nous apprennent, qui continuent à nous enseigner. Et vous voulez que je vous dise quelque chose? Moi, mon travail, en tant que responsable, en tant que noire, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a très peu. Et chaque jour, hein, quand j'arrive, et chaque jour, quand j'ai l'impression aussi que je dois m'imposer, mais ça se passe très bien, je suis contente de me dire que aujourd'hui, j'ai essayé de faire ce qu'il fallait faire et j'ai essayé de faire porter ma pierre à l'édifice en le faisant et en le faisant bien. Et je suis contente quand je mène une expertise, quand je mène une analyse et qu'on me dise oui, que c'est bien et qu'on m'appuie, que je suis une personne ressource. Parce que je me dis que là, j'essaie de tracer quelque chose pour qu'un jour, quelqu'un qui peut-être ne va pas aspirer à ça, mais puisse penser que c'est possible. Voyez. Madame, vous disiez, je lisais une interview de vous au France Antilles, vous disiez, votre mère était couturière et de couturière, voilà, vous n'avez pas reproduit cette échelle. Petit à petit, par les sacrifices, vous êtes arrivé à tracer ça pour que d'autres puissent le tracer, puisque d'autres puissent s'en inspirer, pour que d'autres puissent penser que ça soit possible. C'est ce que j'ai envie de partager avec vous, chers amis auditeurs, quand on vous présente nos personnalités, qu'on vous présente les gens, qu'on est dans ces débats-là. Je crois que Frédéric, je crois que Philippe, je crois que tout ce temps que nous sommes conscients des difficultés, nous sommes conscients des réalités. Mais pour autant, la belle victoire que nous avons, c'est que nous ne sommes pas obligés de subir et nous n'avons pas à le subir. Nous pouvons agir. Et c'est ça que je trouve absolument extraordinaire, c'est que nous sommes capables d'agir pour construire quelque chose. Et ces émeutes, ce qui s'est passé, nous ont montré que le travail n'est pas fini, que nous ne pouvons pas rester dans notre coin. Il faut continuer à porter et à agir. Et c'est ça, cette émission. C'est ça aussi, Tout le monde, c'est monde. C'est l'action, c'est une forme de militantisme pour continuer à donner envie, en fait, à essayer de toucher, à essayer de rejoindre là où ils peuvent. C'est ça. Et c'est pour ça que je suis très contente de vous présenter ces personnes qu'on a eues pendant ces parcours de vie. Et Madame Robineau en est une. Il y a des gens qui portent mon œuvre là-bas, il y a des gens qui portent force là-bas, il y a des gens qui baguent nous bagaille là. Et on ne peut pas rester indifférent et insincère. Philippe, quel que soit l'endroit où on sait, nous pouvons porter, nous pouvons agir. Et la rébellion, peut-être que ça a changé, peut-être que le discours a changé, peut-être que le paradigme a changé, peut-être que justement il faut récolter les fruits que ceux qu'ils ont semés pour pouvoir agir différemment. Je reviens et je termine sur ce que je disais. J'étais à une conférence, c'était une journée de la femme noire. Et je rencontre cette ambassadrice et nous parlons, nous étions déjà rencontrés sur des événements. Et au moment d'aller faire les photos, on va faire des photos, photocall toutes les deux. Et nous sommes en train de parler, le photographe prend du temps, donc nous sommes en train de parler. Et elle me disait, mais si il nous appartenait à nous de construire l'histoire. Cette phrase-là, elle est restée, pour moi qui suis historienne, elle est restée dans ma tête. Et je me dis, s'il nous appartenait à nous de construire l'histoire, d'agir sur l'histoire, de construire l'édifice, non pas subir ce qui s'est passé, subir peut-être les mensonges, mais agir et construire l'histoire. Voilà.
C'est la dernière phrase que je voulais avoir. C'est ce temps que je voulais avoir avec vous. C'est vous remercier aussi. Madame Robineau, mille merci. Vous avez vraiment notre respect. Vous avez vraiment notre admiration. Et merci pour ce que vous avez donné. Merci pour les combats que vous avez menés pour que nous puissions aussi... Robineau, il y a une autre Madame Robineau qui a fait beaucoup de choses aussi. Elle est artiste peintre. Alors, pour se distinguer, les gens disent Maître Robineau et Madame Robineau. Alors, elle vit en Guyane. Tapez sur, demandez à Google, il fait tout. Tapez Rosemane Robineau, vous allez voir son parcours. D'accord. Alors, Maître Robineau, en tout cas, c'est Maître Robineau que j'ai en face de moi. Merci pour votre parcours. Merci pour votre combat. Merci pour votre humilité. Je sais que vous êtes une femme de foi. Nous nous rejoignons là-dessus. Nous connaissons nos valeurs. Et puis, merci aussi d'avoir semé ces cailloux-là. Moi, mes amis, je vous dis bonsoir. Je vous dis vraiment... À jeudi prochain, on sera là à 19h30. On va rester un peu plus tard parce que Pierre m'a déjà fait signe. Vous êtes sur le territoire français. Je suis à Paris, Madame Maître Robineau. Je suis à Paris depuis très longtemps. Mais quand je passerai à Fort-de-France, je ne manquerai pas de passer vous voir avec plaisir. Attendez, j'ai pas compris. Vous êtes en France? Oui, je vis à Paris depuis trop longtemps. Mais quand je passerai à Fort-de-France, je ne manquerai pas de passer vous voir avec grand plaisir. Paris, de temps en temps, je suis à Paris, hein? Ah ben, ce sera le plaisir de se voir et de prendre un peu ensemble. Nous aurons tellement à échanger. Oui. J'aime beaucoup l'endroit où je suis. Parce que la culture est dans la rue à Paris. Une certaine culture est dans la rue. Donc, en tout cas, je vous souhaite à tous, merci d'avoir été avec nous. Et en tout cas, mesdames, messieurs, chers auditeurs. Merci de m'avoir fait l'honneur de m'accorder du temps. Mais c'est vous qui nous avez fait un bel honneur. C'est vous qui avez fait un bel honneur. Et merci de nous avoir honorés de votre présence ce soir. En tout cas, chers amis facebookiens, merci pour vos encouragements. Merci pour vos coucous. Merci pour vos bravos. Ça a fait nous plaisir. On sera là avec vous jeudi prochain. On est en train de vous préparer quelque chose. Pierre est en train de crier après moi. Mais je suis là. Moi, vous avez dormi là, dans l'antenne. Donc voilà, je fais vite. Passez une très, très bonne soirée. Merci d'être aussi nombreux. Merci d'être là à nous écouter. On essaie vraiment d'essayer de vous donner de la qualité avec des gens de qualité, avec des débats de qualité. Et puis, nous qu'à garder cap là. On garde le cap. On reste, je vais dire, connectés. On continue d'avancer. En tout cas, merci. Et je vous dis à jeudi prochain. Jeudi prochain, ce sera une ambiance détente, ce sera une ambiance de déconnance, ce sera une ambiance de folie. Voilà, c'est l'ambiance pour nous. Ça s'appeler la soirée départ en vacances. Bonne soirée à vous. Merci d'être aussi nombreux. Et je vous dis à très bientôt. Et merci beaucoup à Maître Robineau. À bientôt, les enfants. Je vous lève. Je vous aime. Merci à tout le monde. À bientôt. Merci Frédéric. À bientôt. Merci. Je remercie. À très bientôt. Merci Madame Robineau. Je remercie énormément Maître Robineau pour la avec moi. Donc oui, je disais, je remercie grandement Madame Robineau pour la transmission de ses savoirs et de son parcours. C'est aujourd'hui vraiment utile et nécessaire de transmettre aux nouvelles générations les conditions dans lesquelles vous avez évolué, grandi et les motivations qui vous ont poussé à réaliser ce parcours. Et je pense que cette transmission intergénérationnelle, notre jeunesse aujourd'hui en a un grand besoin. Merci à vous, Maître Robineau. Merci les amis, merci Frédéric. Prenez soin de vous et je vous dis à jeudi et jusqu'à jeudi, on reste sage. Vous prenez soin de vous et merci pour vos interventions, merci pour vos messages. Nous bien présents et nous là épisode et surtout on vous aime, on vous chérit, on vous love. À bientôt, bye bye, bisous. À jeudi. Bonsoir. TMSM 97, la voix de la Caraïbe. C'est un rêve de gosse qui devient réalité. JPX réalise son rêve en enregistrant son premier album Positif. Écoutez ça. C'est pour nous ça avancer. Pas quitter aucune chez nous.
ça qui passe, c'est le passé. JPX en téléchargement légal sur toutes les plateformes. Contact artistique POS JPX @free.fr. Un peu d'humour dans ce monde de brut. Écoutez Coquela, le nouveau single de Jean-Marc Pastel. Tu m'invites à couper ça, manger et puis ouais. Mais l'on bien garder c'est quoi pour envie goûter. Coquela de Jean-Marc Pastel en téléchargement légal. Contact artistique 06 83 89 40 97. C'est ça mesdames. Je suis des îles Comores, je suis artiste chanteuse. Je viens vous présenter mon premier album qui s'intitule Rival, comportant 10 titres. Cet album est disponible dans toutes les plateformes de téléchargement. Je vous invite à le découvrir. Merci et à bientôt. Mon amour vient du plus profond du cœur. C'est dur parce que tu pleures. Mais pas ton charme, mais ta peur. Construisons ensemble. Et nous serons heureux. Vous l'attendiez pour ses vacances. Il est là. Après Premier Regard et Pression Lambou, c'est décidé. Voici enfin le nouveau hit de JPP le Zouker. Au bout de sa voix exceptionnelle, le suspense d'une histoire attachante, passionnante, sensationnelle et émotionnelle. Aujourd'hui je veux tourner la page. Tout ça me paraît beaucoup plus sage. Je m'éloigne sans faire de bruit. JPP, c'est décidé. Un nouveau hit en téléchargement avec Zouk au pluriel et Ideal Song Music. Unissons-nous, c'est le nouvel album de Guy Michel Laviolette. Cette chanson reflète pour moi un monde de paix, d'amour et d'unité entre les hommes. L'Afrique, pour qu'il ne soit dans la misère. Unissons-nous sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Contact artistique Gimme 06 50 60 0018. La musique est plus qu'une thérapie, c'est un art de vivre. Anti-lumière pour nous tous. Le café-bar, un restaurant antillais, le Capland, ouvert le midi du lundi au samedi, 11h-14h, le soir du mercredi au samedi à partir de 18h30. Tropicalisez vos événements avec le café-bar, restaurant antillais, le Capland. Le Capland, 14 places, Marnac, 31 520, Ramonville-Saint-Agne. Infoline 06 51 86 22 02 0562 17 16 80. Après le maxi single Ensemble, Pierre Deron n'arrête pas de nous surprendre. Il arrive avec Réconcilié. Écoutez ça, mon maï. Pendant la nuit, regarde chercher l'écoute, clé de la réconciliation. La parole est d'argent et le silence est d'or. Le titre Réconcilié de Pierre Deron, recommandé par la radio TMSM 97 07 83 15 89 40. Daniel François, alias ICFD, vous présente Yankee Sex. Yankee Sex, ayant pour sujet l'exagération de la nudité féminine dans le monde actuel. Yankee Sex, en téléchargement sur toutes les plateformes légales. Contact artistique 06 20 10 41 43 07 86 84 17 42.
MSM 97, c'est non pays.